On pense souvent savoir ce que c'est, le pouvoir. Mais il y a un penseur qui a complètement retourné la table, Michel Foucault. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à son idée la plus célèbre, une idée qui en fait se cache absolument partout autour de nous. C'est sa vision révolutionnaire du pouvoir. Quand on pense au mot pouvoir, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Souvent, c'est un roi sur son trône, un gouvernement, un policier. Bref, des images d'autorité, quelque chose qui vient d'en haut. Mais Foucault, lui, il arrive et il pose une question beaucoup plus dérangeante. Et si le vrai pouvoir n'était pas là du tout? Et s'il se cachait dans des endroits bien plus subtils, bien plus proches de nous? Et voilà le cœur du changement. D'un côté, on a l'idée classique, le pouvoir, c'est un peu comme un marteau. C'est une chose qu'on possède, un roi ou un État, et ça sert surtout à dire non, à interdire, à punir. Pour Foucault, c'est tout l'inverse. Le pouvoir, ce n'est pas une chose, c'est une relation, une sorte d'immense toile d'araignée qui nous entoure. Et surtout, il ne fait pas que dire non. En fait, il est productif. Il nous encourage à être d'une certaine manière, il crée des savoirs, des normes. Il dit « oui, voilà comment il faut être ». Bon, pour prouver son idée, Foucault ne reste pas dans la théorie pure. Non, il devient une sorte de détective de l'histoire. Il va traquer l'évolution de ces mécanismes de pouvoir. Et son premier indice, sa première piste, c'est une figure qui a marqué le Moyen-Âge, le lépreux. Et là, Foucault met le doigt sur un truc à la fois brillant et un peu glaçant. Il remarque qu'au Moyen-Âge, on a bâti des structures, physiques et sociales, pour isoler les lépreux. Ok. Puis, la lèpre a quasiment disparu d'Europe. Mais les bâtiments, eux, les lépreuseries vides, sont restés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des siècles plus tard, la société s'est trouvée de nouveaux indésirables à gérer, les pauvres, les criminels, ce qu'on appelait alors les fous, et on les a enfermés dans ces mêmes murs. Le mécanisme de contrôle a survécu à sa cible d'origine. C'est exactement ça. Le moule de l'exclusion était créé. La maladie est partie, mais la structure, elle, est restée. Il n'y avait plus qu'à trouver une nouvelle population pour la remplir. Finalement, la cible importait peu. Ce qui comptait, c'est que le mécanisme de pouvoir, lui, continue de tourner. On avance un peu dans le temps pour un autre exemple majeur. Foucault s'intéresse à un changement radical, un vrai basculement qui s'est opéré en moins d'un siècle, la façon dont on punit les criminels. Au XVIIIe siècle, la punition, c'était un spectacle, un véritable théâtre de la cruauté, en public, ultra brutal. Le supplice du condamné, c'était la preuve terrifiante, visible par tous, du pouvoir absolu du roi sur le corps de ses sujets. C'était une affirmation de souveraineté par la douleur. Et puis, presque d'un coup, tout bascule. On passe de ce spectacle sanglant à ça, un emploi du temps. La prison moderne, ce n'est plus un lieu de torture, c'est un espace où l'on contrôle méticuleusement chaque minute, chaque geste. Tout est organisé, programmé. Le pouvoir a complètement changé de stratégie. Voilà le point crucial. La cible n'est plus la même. Le pouvoir ne s'attaque plus au corps pour le faire souffrir. Il vise l'âme pour la réformer, la redresser. C'est l'objectif de ce que Foucault appelle le pouvoir disciplinaire. Produire des individus qui sont à la fois dociles et utiles, des corps et des esprits prêts à s'intégrer dans les rouages de la société, que ce soit l'usine, l'armée ou l'école. Et attention, cette logique ne s'arrête pas au mur de la prison. Pas du tout. Elle va s'étendre à une échelle bien plus vaste, celle de la population tout entière. Foucault donne un nom à ce nouveau type de pouvoir, le biopouvoir. C'est une idée assez folle. L'État moderne ne se contente plus de menacer de mort. Non, il se met à gérer la vie. La vie des citoyens devient une sorte de ressource qu'il faut administrer, optimiser et contrôler pour la force et la richesse de la nation. L'État commence alors à s'intéresser à des choses qui avant lui étaient complètement étrangères. On se met à mesurer le taux de natalité, à s'inquiéter de la santé publique, à gérer les épidémies, le logement. Le corps collectif de la population devient un objet de savoir et d'intervention pour le pouvoir. L'inversion est totale. Le vieux pouvoir du roi, c'était le droit de faire mourir ou de laisser vivre. En clair, je peux te tuer. Le nouveau biopouvoir, c'est l'inverse. C'est le pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort. C'est un pouvoir qui investit la vie, qui la gère, qui la cultive de A à Z. Alors, après tout ce parcours, des lépreux aux statistiques de natalité, où est-ce qu'on arrive? Quelle est la conclusion de Foucault? Et surtout, qu'est-ce que tout ça nous dit sur nous-mêmes aujourd'hui? Parce qu'au fond, le message de Foucault, c'est ça. Tous ces systèmes, la discipline, la gestion de la vie, ne font pas que nous contraindre de l'extérieur. Ils font bien plus que ça. Ils produisent les catégories mêmes à travers lesquelles on se pense. Le normal et l'anormal, le sain et le malade, le bon citoyen et le déviant. Le pouvoir nous constitue donc en tant que sujet. Et Foucault adore jouer sur le double sens de ce mot. On est des sujets au sens où l'on est assujetti à des règles, à un contrôle. Mais on est aussi des sujets avec une identité, une conscience de soi. Et pour Foucault, ces deux sens sont liés. On se constitue une conscience de soi précisément parce qu'on est pris dans ces mécanismes de pouvoir. Et c'est la grande question que Foucault nous laisse.
Si notre identité, nos désirs, ce qu'on croit être vrai, sont en fait le produit de relations de pouvoir invisibles et historiques, alors qui sommes-nous vraiment ? Si on observe les écoles, les hôpitaux et même les réseaux sociaux, on peut se demander quelles sont les forces qui, aujourd'hui, sont en train de définir ce que ça veut dire être un sujet. La question reste ouverte.